Bienvenue dans Méditerranéo. Au sommaire, le Liban encore une fois dans la guerre. Certains jeunes préfèrent l'exil pour fuir les bombardements. D'autres font le pari de rester, envers et contre tout. Direction ensuite la Sicile, à la découverte d'un site connu à la fois pour son port de pêche et pour les nombreux films italiens tournés dans ce décor. Enfin, des Alpes au Maroc, Camille, une jeune Française, réinvente le tissage traditionnel. Un fil et un lien entre le savoir-faire des deux pays. Selon une étude, plus de la moitié des Libanais de moins de 30 ans sont prêts à prendre le chemin de l'exil face à la énième guerre et à la crise économique qui touche leur pays. Pour d'autres, l'important c'est de rester et de se rendre utile. C'est le cas d'une étudiante et d'une jeune psychologue que nous avons rencontrées. Beyrouth est encore fumante des bombardements israéliens. À 10 minutes au nord de la capitale, Antoinette Chalhoub, 21 ans, vient d'emménager dans un nouvel appartement avec sa famille. Ma petite sœur est née il y a 2 ans. On habite ici avec ma mère, mon frère et ma sœur. Moi, j'étudie les sciences politiques car je voudrais changer les choses dans ce pays. Mais depuis début mars, sa vie est suspendue à la guerre. À l'université, les cours sont en mode hybride. On peut assister ou bien suivre à distance, mais ma mère ne me laisse pas y aller car elle dit que le quartier est dangereux. Surtout depuis le bombardement de Bachoura, c'est juste à côté de l'université, donc elle a eu très peur. De toute façon, la route est aussi dangereuse. Mais je reste accrochée à mon rêve, je veux me donner toutes les chances d'y arriver. Seule sortie encore autorisée par sa mère, car indispensable pour boucler les fins de mois, se rendre au travail. Mais dans un pays terrassé par des années de crise économique, obtenir un boulot étudiant n'est pas simple. Antoinette a trouvé un mi-temps chez un revendeur de matériel médical, un univers très éloigné de ses études. Ici, c'est tout ce que nous vendons pour les hôpitaux. Et ici, c'est du matériel pour les biopsies. Ces équipements, on les utilise pour la chimiothérapie. Ils sont vendus dans les pharmacies. Les patients doivent les acheter eux-mêmes avant d'aller en traitement. L'hôpital public devrait les fournir, mais ils n'en ont pas. Au début, je ne comprenais rien. Moi, je fais des sciences politiques. C'est beaucoup de théories et de discussions. Alors qu'ici, il y a des catalogues, des instruments dont il faut apprendre les noms et les tailles. Mais je pense qu'au Liban, il faut avoir plusieurs options. Comme ça, si on n'y arrive pas d'un côté, on peut se débrouiller de l'autre. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités de travail. Antoinette touche 350 € par mois. Pour son patron, obligé de réduire ses coûts au minimum pour maintenir son activité, cette main-d'œuvre étudiante est indispensable. Vous savez, la pièce en plastique dur comme ça. Ce que j'apprécie, c'est qu'elle aime apprendre. Les entreprises aujourd'hui ne sont plus capables de payer les salaires corrects. C'est très important. C'est pour ça que beaucoup de jeunes qualifiés quittent le pays. La moitié des Libanais de moins de 25 ans envisagent d'émigrer. Une fuite des cerveaux qui pourrait encore s'accélérer avec cette nouvelle guerre. Les frappes israéliennes sont censées viser le Hezbollah, mais ravagent en réalité la vie des Libanais bien au-delà des zones contrôlées par l'allié de l'Iran. Comme dans cet immeuble résidentiel d'une banlieue chrétienne, ou ici, en plein cœur de la capitale, en face de l'université d'Antoinette. À quelques pas de là, dans le quartier de Badaro, les habitants, comme Saria Majdalani, 24 ans, vivent au rythme des raids aériens. On entend des bombardements, et les bombardements, c'est des bruits très sourds, peuvent ressembler au tonnerre.
ou qui sont peut-être un peu plus violents parfois, qui font vibrer les vitres. Quand il y a une explosion plus ou moins proche, on la sent vraiment très bien. Beaucoup d'habitants du quartier ici sont quand même partis parce que c'est quand même violent à vivre, quoi. C'est pas agréable. Au Liban, une guerre en chasse une autre. Sur cette ancienne ligne de front de 1975 à 1990, la jeune psychologue retrace l'histoire. C'est un immeuble qui a été extrêmement détruit pendant la guerre civile. Il a été abandonné depuis, en fait. Ça fait partie vraiment des vestiges de la guerre vraiment massifs. Il y a des arbres qui ont poussé sur le toit, il y a des trous partout, des impacts de balles vraiment sur toute la surface, sur tout le béton, quoi. Moi, je me suis toujours demandé, en fait, et je ne sais pas si j'ai trouvé une réponse, mais est-ce que chaque nouvelle crise, c'est la même blessure qui s'ouvre à chaque fois, ou bien c'est une nouvelle blessure et c'est une accumulation de blessures? Est-ce que les gens s'habituent? Pour trouver des réponses, Saria prépare une thèse sur l'impact des traumatismes à répétition sur la mémoire et la santé mentale. Là, ces dernières années, les crises se sont enchaînées entre l'explosion du port en 2020, les crises politiques, économiques, le Covid évidemment, puis la dernière guerre en 2024, et elle n'est pas à jour puisqu'il n'y a pas la guerre actuelle. Avec son équipe de recherche entre la France et le Liban, Saria aimerait trouver des moyens de mieux soigner les maux des Libanais. En fonction de ces résultats qu'on aura obtenus, ça donnerait de la légitimité à développer des nouvelles approches thérapeutiques qui soient beaucoup plus adaptées à ce qu'on vit. Parce qu'en fait, aujourd'hui dans le monde, on traite le trauma comme étant un événement isolé en fait, dans le temps, duquel on sort et ensuite on en guérit. Et en fait, on en guérit en s'ancrant dans le présent qui n'est plus menaçant finalement. Et c'est ça les techniques de thérapeutique en fait, du trauma. Sauf qu'ici, c'est pas du tout adapté en fait, au Liban. À quel moment est-ce qu'on peut dire à son patient, vous êtes en sécurité maintenant, le danger est derrière vous? C'est irréaliste. Malgré les difficultés, Saria compte bien ouvrir sa propre clinique au Liban, car la guerre va creuser de nouvelles cicatrices. Un quart de la population a déjà fui les bombardements. Sur les trottoirs, beaucoup viennent du sud du pays, où l'armée israélienne rase des villages entiers et dynamite l'infrastructure, notamment les ponts. Originaire d'une localité chrétienne à la frontière avec Israël, Antoinette et sa famille suivent les nouvelles dans l'angoisse. Ça, c'est une explosion qui a eu lieu hier à côté de chez nous. Les habitants sont isolés. Personne ne peut leur apporter de nourriture ou à boire. Ils ne peuvent plus aller à l'hôpital. Et mes amis des villages d'à côté, de toute façon, il n'y a même plus de village. Ils sont détruits à ce stade. C'est dur. Ça me rend triste, vraiment. Le Sud, c'est chez nous. C'est injuste. Mais quoi qu'il arrive, au Sud ou au Liban en général, on veut que la guerre s'arrête. On veut vivre. Moi, je pense qu'au Liban, il n'y a plus d'espoir. Si, sérieusement. Pourtant, j'ai élevé les enfants en leur disant d'aimer leur pays. Mais on vieillit et on s'est épuisé toute notre vie. Et dès qu'on fait un pas en avant, tous les 10 ans, il y a une guerre qui détruit tout. On n'en peut plus. Avec tout ce qu'il se passe, j'aimerais jouer un rôle. Je suis encore jeune, mais c'est à mon âge qu'on doit avoir un rôle pour son pays. Toute la jeunesse pense comme ça. Antoinette, comme tous les Libanais, souhaite vivre enfin en paix et reconstruire son pays. Mais alors que l'armée israélienne menace d'occuper le sud, ses rêves semblent suspendus. Ce petit coin de Palerme aurait bien pu devenir le Saint-Tropez italien. Le petit port, réservé aux pêcheurs de thon, a servi de décor à de nombreux films, des années 50 aux années 80. Aujourd'hui, les caméras sont parties, restent les pêcheurs et une certaine nostalgie. Les thons ont changé leur route depuis une centaine d'années, mais leur passage a laissé une empreinte durable le long de la côte de Palerme. Dans le quartier marin d'Aradella, la Tonnara Florio demeure le témoin silencieux d'un âge désormais révolu. Jadis propriété de la plus puissante famille d'entrepreneurs et d'industriels que la Sicile ait connue, elle surplombe la mer avec ses 4 tours de la Palazzina dei Quattro Pizzi,
Un tableau digne d'une carte postale qui, depuis les années 50, a su séduire le monde du cinéma. La baia di Tortuga, una baia incantevole e un porto sicuro per i pirati. Voici le petit port de l'Arenella, la baie de l'île de la Tortue, dans Le Vagabond des mers, un film de 1953. Pour son tournage, le réalisateur américain William Cayley a conduit en Sicile Errol Flynn, une véritable star de l'époque, et a transformé le village en repère de pirates. C'est ainsi qu'un lieu emblématique de Palerme, qui avait longtemps assuré travail et prospérité au quartier, grâce à la pêche au thon et à la matanza, le massacre des thons, a fait son apparition sur le grand écran. Cette tonara fut la première acquise par la famille Florio. L'achat fut réalisé en 1830 par Vincenzo Florio Senior, surnommé le génie, car il fut à l'origine de toutes les innovations qui ont fait la fortune de sa famille. Après avoir séjourné en Angleterre, à l'époque le pays le plus industrialisé au monde, il a ramené en Sicile des méthodes modernes. C'est également en 1830 qu'il a mis au point un nouveau procédé de conservation du thon, utilisant un mélange à base d'eau, de sel et d'huile d'olive. Cette innovation a permis à Vincenzo Florio de surmonter une période de crise énorme. Les régimes reposant sur les aliments conservés dans le sel favorisaient l'apparition du scorbut, ce qui avait entraîné un net recul des ventes de produits sur les marchés internationaux. Mais la conservation dans l'huile d'olive a donné un énorme élan aux industries tonnières de la famille Florio. La tonara de l'Arenella a été transformée grâce à l'architecte Giacheri, qui a également imaginé et construit la Palazzino dei Quattro Pizzi, ainsi surnommée en raison des 4 tourelles qui la couronnent. Initialement destinée à accueillir les bureaux de l'entreprise, enrichie par des œuvres de Salvatore Gregorietti et d'Emilio Murdolo, cette construction néogothique est l'un des symboles de l'épopée des Florio. La Palazzino dei Quattro Pizzi était un symbole important pour cette famille, car il marquait l'entrée dans une phase d'essor industriel. Vincenzo Florio Senior a voulu, au cœur même de ce complexe productif, bâtir un espace de représentation digne de son ambition. À quelques mètres de la Palazzina dei Quattro Pizzi, un autre bâtiment caractérise la tonara. Ce bâtiment, souvent appelé à tort tour, était en réalité un moulin à sumac. Lorsque Vincenzo Florio Senior entreprit la transformation de la tonara, il y développa plusieurs activités industrielles. Parmi celles-ci figurait une machine à sumac dont on extrayait le tanin indispensable au tannage des peaux. Cet ancien moulin, également utilisé comme phare, fut l'un des lieux choisis par Sergio Corbucci pour tourner Questo e Quello, film de 1983, avec Renato Pozzetto et Nino Manfredi. Rosy, dov'è il sapone? Giulio, non vedi che stiamo facendo l'autoanalisi? La scène où Pozzetto prend son bain avec une chèvre dans une baignoire sur la terrasse de la tour est très amusante. Mais la tonara apparaît encore plus clairement dans celle où il fait du vélo avec Jeannette Agren. Depuis l'Arenella, nous pouvons embarquer pour un court voyage vers une autre bourgade de pêcheurs. Au début du XXe siècle, le trafic maritime croissant vers le port de Palerme a contribué à éloigner les thons. Aujourd'hui, les plus chanceux des pêcheurs peuvent encore en apercevoir quelques-uns. Moi, l'année dernière, j'ai vu un thon. J'ai vu ici, à 20 mètres, et je l'ai vu remonter vers le bateau. Au pied du mont Pellegrino se trouve la bourgade de Vergina Maria, où l'on trouve une autre tonara, propriété jadis de la famille Bordonaro.
Les Chiaramonte Bordonaro furent les derniers propriétaires de la Tonnara de Vergine Maria. Elle fut achetée par Gabriele Chiaramonte Bordonaro en 1845. Il semblerait que ce soit Vincenzo Florio Senior lui-même qui lui ait conseillé cet achat. Pour découvrir les origines de ce lieu, il faut remonter au XVIe siècle. Son histoire commence en 1576, lorsque Camillo Camilliani, architecte militaire florentin, rédige un rapport destiné à des particuliers, dans lequel il fournit les modalités de construction de la tour et du Marfaraggio, le bâtiment que l'on appelle communément Tonnara. Évidemment, grâce à la construction de la Tonnara de Vergine Maria, le bourg tout autour s'est développé progressivement. L'histoire du cinéma est également passée par ici. De Pietro Germi avec Jalousie, à Francesco Rosi avec Oubliez Palerme, et plus tôt encore avec Il Vespo Siciliano, un film de Giorgio Pastina. Laura! Ruggero! Laura! Dans ces images, on découvre la falaise de Vergine Maria avant qu'elle ne soit recouverte par le boom de la construction, un boom qui a fait disparaître les joyaux architecturaux du style Art Nouveau de la ville. Mais l'histoire de Vergine Maria est également liée au cinéma par une curieuse anecdote. Pendant le tournage du film Le Guépard de Luchino Visconti, bien qu'aucune scène n'ait été tournée à la Tonnara, Luchino Visconti, son équipe et les acteurs ont séjourné à la Tonnara Bordonaro. Encore aujourd'hui, beaucoup d'anciens du quartier se souviennent avec nostalgie de cette période. On raconte même que Luchino Visconti se promenait dans les rues et qu'il a même offert un vélo au fils du gardien de la Tonnara. À l'instar de la Tonnara Florio, celle de Vergine Maria a connu une période de crise au début du XXe siècle. Aujourd'hui, il en reste quelques traces et un patrimoine immatériel, les Cialome, les anciens champs de travail des Tonnarotti. San Giuseppe in compagnia, e amonenne con marea, assomma, assomma. C'è una persona a bordo che è l'Urraisi. À bord, il y a une personne qui donne les ordres, l'Urraisi. Il s'agit d'une sorte de dialogue entre le l'Urraisi et les marins, pour tirer tous ensemble et donc pour coordonner les efforts. Et les marins répètent leurs phrases. Noi siamo gli ultimi a continuare ancora. Nous sommes les derniers à perpétuer cette tradition, car les jeunes ne semblent pas s'intéresser à ces chants. Nous devons renouer avec nos traditions, celles qui constituent notre identité. De la soie, des fibres recyclées en France et de la laine des moutons du Haut-Atlas. Voilà qui fait le bonheur de Camille Bertrand, une brodeuse voyageuse qui se partage entre l'Isère et le Maroc depuis quelques années. Dans son atelier de Marrakech, elle met en valeur les savoir-faire des tisserandes marocaines avec qui elle coopère. Derrière les trames et les nœuds, Camille prend un malin plaisir à déambuler au milieu des machines de tissage. Ça, c'est typiquement ce qu'on appelle une tombée de machine, c'est qu'il y a eu un problème technique. C'est un réglage technique, du coup ça devient un déchet. Ça devient un déchet, c'est et du coup c'est mis de côté. Mais vu que c'est de la soie, moi je vais pouvoir le récupérer, le nettoyer, le teindre et le réutiliser. Les soieries lyonnaises et la laine, c'est un peu son histoire.
Ne lui dites pas de ne pas toucher, c'est impossible pour celle qui vient de la matière noble, de la fibre. Elle passe son temps à les préserver. J'aime beaucoup cette matière et j'avais très envie, dans mon travail, de pouvoir intégrer de la soie, mais pas n'importe laquelle. Et en fait, revaloriser les déchets d'entreprise, je trouve que c'est quand même plutôt chouette de leur donner une deuxième vie. Oh là là, mais ça, ça, regarde-moi ça. Mélangé à notre petite laine de mouton, ça. Aïe, aïe, aïe. Les soies vont quitter le plateau des terres froides pour le Grand Sud. Direction le Haut Atlas et les portes du désert. La chaleur de l'été marocain réchauffe les matières. C'est incroyable le temps que vous avez. Ici c'est l'atelier. Ça c'est les matières qu'on va utiliser. Donc on va avoir la laine qui vient du Sirois, la mousseline qui vient de la région de Lyon, et la soie, la race du Sirois, qui est en fait une race qui a à la fois la laine blanche mais aussi la laine noire. C'est pas du tout teint quoi. Non, ça c'est pas du tout teint. Incroyable. Camille a fait le tour du monde des couleurs et des fibres naturelles avant de se poser dans la ville ocre, à Marrakech. Florence a fait le voyage depuis la Creuse, le berceau de la tapisserie, pays de filature et de teinturerie. Cette observatrice de la filière laine est à l'affût de toutes les initiatives. Construit avec les matériaux qui sont sur place. Chaque paysage est une couleur et chaque couleur une teinture végétale. Dans ces bassines, la grenade va sublimer les fils. Ils seront uniques. Et la potion magique est secrète. Camille élabore ses recettes en fonction des fleurs, des pots de fruits, selon les saisons et la météo. Sa palette est toujours plus proche de la nature, c'est une obsession. Et voilà en quelques fils de soie et morceaux de laine son image du Maroc, comme si vous y étiez. Sur le terrain, la laine est sélectionnée dans ce massif du Sirois. C'est toute une petite économie circulaire qui s'est organisée. Ici, les grands-mères, les mamans savent le faire, le font encore. Et je pense que de travailler avec les femmes du village, ça va aussi montrer aux jeunes que c'est un vrai intérêt en fait de faire ça et que c'est pas simplement une activité qu'on se fait en intérieur entre nous, c'est que ça peut permettre en fait de vivre de ce savoir-faire. Fatima file, Radija carde et Camille sélectionne. Hop. Ah bah voilà, ouais. Est-ce qu'on arrive à bien le twister, ouais, bien le twister pour que ça soit bien solide, tu vois. Parce que plus c'est solide, plus ça prouve au client qu'il faut quelque chose de bien résistant. Une grande carte à jouer avec justement cette matière qui est une matière qui se travaille très bien par la main, qu'on peut plus facilement mettre en avant dans un travail artisanal, d'après moi, que dans un travail industriel. Chaque mois, Camille leur assure un revenu. Les initiatives et les nouveaux projets ont redonné espoir et motivation à tout le village. Les nœuds sont travaillés à la main et les chutes de soie de l'Isère ont naturellement trouvé leur place au milieu des brins de laine. Nous sommes ici à 300 km des pâturages, dans cette coopérative de femmes qui tissent à l'ancienne. Chaque pièce est unique, surtout quand Camille vient apposer sa petite touche. Kautar, Souad, Rokia, we have 10 samples. They have to make it more
strong. The lines. Yeah, you know there's 3 lines. Yes. And is it possible to make only one? واش ممكن تكون غير Je bouscule un peu tout le monde, mais c'est pour essayer de travailler ensemble et proposer des choses un peu différentes, mais qui sont à la fois valorisantes pour tout le monde. Au Maroc, ça permet de valoriser la laine, qui a tendance un peu à disparaître. Et les femmes, finalement, les tisserandes, elles n'avaient pas l'habitude, mais vu que ça fait un moment que je travaille avec elles, on a fait des essais, etc. Et maintenant, ça les stimule plus que venir simplement avec ce qu'elles ont l'habitude de faire. Ensemble, elles ont recréé leur filière haut de gamme. Une niche aux côtés des quantités de tapis produits au Maroc et exportés en Europe. C'est un rêve d'artisan de la belle façon de faire qu'elles partagent. Et pour ces femmes, un patrimoine à valoriser. Et c'est la fin de ce numéro. À bientôt pour de nouvelles aventures en Méditerranée.